Bienvenue à tout le monde pour ce, je crois, huitième Lunch and Learn que nous organisons. Donc, c'est les Lunch and Learn ont pour objectif pas de mettre en avant, mettre un coup de projecteur sur des initiatives, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, publiques, privées, mais en tout cas qui soient là pour nous inspirer dans nos exemples d'économie circulaire. Et donc aujourd'hui, on a la grande, grande chance et on en est vraiment ravis d'accueillir Yann. Yann Lemoine qui a donc lancé l'initiative Les Biens en commun. C'est une initiative qu'on aime beaucoup, donc on est ravis de l'accueillir pour qu'il nous partage son expérience. Sur l'organisation, en gros, Yann va parler de son initiative pendant une vingtaine de minutes et on gardera un temps suffisamment important, en tout cas on l'espère à la fin, pour que vous puissiez poser vos questions. Donc voilà, c'est parti. Yann, c'est à toi. On te laisse te présenter et nous parler des biens en commun. Ok, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran et donc je vais essayer de tenir en 20 minutes. J'ai ma petite montre à côté aussi pour laisser de la place à questions-réponses. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parti. Ouais, je vais passer en diapo. Parfait. Ok, donc, bon, premièrement, très rapidement sur moi, parce que je pense pas avoir une slide là-dessus, je sais plus. Donc, je m'appelle Yann Lemoine, je suis le fondateur et aujourd'hui président des biens en commun. J'ai un parcours, je suis franco-anglais, je suis né, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, avec un père ingénieur agronome tropical qui a une vision très critique du système de développement occidental. Il a fait toute sa carrière entre 1960 et 1998, dans la grande époque de la coopération française. Bref, donc tout ça, ça joue pas mal sur qui je suis. J'ai besoin de sentir que je participe à des projets qui ont un potentiel impact systémique pour être épanoui. Je fais l'agro comme faire comme papa, aller faire du développement à l'international. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était plus la grande époque de la coopération française. C'était un peu plus galère de trouver des postes pérennes et correctement payés. Donc, je me suis plutôt orienté vers l'environnement. Et après un master aux mines, j'ai commencé à bosser pour EDF sur les questions d'eau et d'énergie. 3 ans sur un projet international où il y avait du sens, où j'étais bien, et 2 ans par la suite où on m'a demandé de rentrer un peu plus dans le rang par rapport à ce projet international qui était très, très atypique, c'est vrai, et où j'ai eu beaucoup du mal à trouver ma place. Donc, j'ai fini par quitter le groupe pour rejoindre une grosse startup sur Lyon qui faisait du logiciel pour le développement urbain, City. Beau projet. Ils venaient de lever beaucoup d'argent et ils se sont cru arriver, je crois, et on n'était pas encore arrivé. On a fait faillite l'été 2019. Et donc là, j'avais 18 mois de chômage. J'avais cette idée que j'ai eue fin 2016 quand je cherchais ma voie chez EDF. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai 18 mois de chômage, ça coûte pas grand-chose d'essayer de voir ce que ça peut donner. Et donc, 4 ans plus tard, nous voilà toujours là. J'ai porté le projet seul pendant 2 ans, une première installation en février 2021. Et puis, fin 2021, création de la structure, donc une entreprise française, statut de l'économie sociale et solidaire. Un associé, Thomas, m'a rejoint comme directeur général, vous en rendrez peut-être compte. Moi, je ne suis pas un opérationnel, j'ai une vision du monde de demain et les biens en commun, c'est un outil au service de cette vision. Mais il me faut quelqu'un pour le rendre concret. Et puis, il y a 3 4 mois, on a levé un peu plus d'1 million d'euros, ce qui nous a permis, c'est fou ce que permet de faire l'argent, de recruter des personnes expérimentées sur les opérations de marketing et l'informatique. Et en plus, on a 3 alternants, donc en tout, on est 8, on est 8 actuellement. Voilà pour la présentation de mon parcours rapide. Voilà les personnes. En fait, j'avais une slide sur qui on était. Donc, les différentes personnes que j'ai présentées rapidement avec les 3 alternants qui nous soutiennent également. Euh, hop. Alors, pourquoi ça ne veut plus dérouler? Je vais relancer le partage. J'étais bloqué sur cet écran qui, vu que je ne l'avais pas présenté, il voulait rester. Hop, hop. J'ai un peu- Si ça pose problème, n'hésite pas à nous le renvoyer, on le partagera, hein. Ouais, c'est bizarre là. J'ai l'impression que mon PPT est en train De de ramer. Je vais juste je vais le fermer, je le réouvre et puis si ça galère trop, je vous l'enverrai. Et puis sinon, tu vas nous le faire en live. Je pense que tu connais un peu ce que tu fais, donc il ne devrait pas avoir trop de soucis. Ouais, ça devrait le faire. Mais comme ça, au moins, je suis sûr de rien oublier. Et puis si je pars en live,
Je ne garantis rien sur le timing. Allez, ça m'a l'air d'être bien parti. Hop, hop et hop. Ok, donc le concept de départ, c'est que tout s'équiper, tout un tas de trucs dont on se sert finalement peu, qu'il a fallu produire, qu'on va jeter, qui représentent un coût pour de nombreux foyers qui prennent de la place, et partager, in fine, ferait clairement sens. Mais comme sur tous les autres aspects de nos modes de vie, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à ce que les gens changent de mode de vie, justement, pour l'environnement s'il y a des contraintes. En tout cas, pas tant qu'on a pas changé de modèle socio-économico-culturel, et ça, c'est un programme politique de niveau national ou international, donc on n'y est pas encore. Ils ont d'autres priorités, a priori, nos chers leaders. Et donc, en attendant cette grande transformation, il faut être pragmatique, un minimum, et il faut jouer avec les règles du jeu actuel et avec les façons de vivre de la majorité de nos concitoyens. Donc, de nouveau, il faut de la désirabilité. Ou alors, on peut toujours trouver une entreprise qui va trouver une niche et qui va s'adresser à une toute petite partie de la population. Ça peut être rentable, mais l'impact sera ultra limité. Euh, pour le partage des équipements, l'idée, hein, finalement, c'était que j'ai eu là, donc c'était fin 2016, c'était de dire si on veut que les gens partagent, il faut qu'ils aient un intérêt, qu'ils aient pas de contraintes. On voit bien que le partage entre voisins a du mal à se démocratiser. Les collectifs de partage vivotent, la location via appli, bof, la location chez Kiloutou, etc., etc., ça reste ultra marginal. Ce serait parfait, je ne suis pas technophile. Dans le monde de demain, il y a des collectifs citoyens partout et les gens partagent et il n'y a pas besoin de casier connecté et d'un intermédiaire comme nous, mais on n'est pas dans le monde de demain. Et en attendant, je m'étais dit, bah, quel système de partage a vraiment fonctionné, c'est-à-dire à une échelle systémique. On revient à ce besoin de solutions systémiques aujourd'hui. On a une urgence. Et j'en suis venu à penser au vélo en libre-service. Et donc, je me suis dit, bah, est-ce qu'on peut transposer ce qui a fonctionné avec les vélos en libre-service pour les équipements du quotidien? Et donc, c'est l'idée des casiers connectés installés dans des lieux de vie, des équipements dedans, mis à disposition par les biens en commun. C'est nous qui sommes propriétaires et vous, en tant qu'utilisateur, qu'utilisatrice, vous avez une application qui vous permet de voir les équipements disponibles, de réserver, de payer et d'obtenir un code qui vous permet de récupérer l'équipement au moment de votre réservation. C'est nous qui gérons tout de A à Z, qualité de service, et on essaie le plus possible d'impliquer les utilisateurs, les utilisatrices dans la vie du service. Si je déroule un petit peu, je vais essayer d'aller vite sur ces deux slides-là, mais on adapte évidemment le nombre d'équipements, le type d'équipement en fonction de l'endroit, si c'est une entreprise, un commerce, une résidence, un niveau de bureau. On fait évoluer l'offre en fonction de ce que les gens nous demandent. On part avec une offre initiale et ensuite on prend en compte ce qui est utilisé et les retours utilisateurs. Un parcours utilisateur simple, on revient à cette question-là, il faut que ce soit facile. Donc pour l'instant, on n'a pas de photo à la récup, pas de photo à la restite. Pas de vérification de carte d'identité, pas de caution de carte bancaire automatique en tout cas. Il faut que ce soit en 20 secondes, vous ayez réservé, en 20 secondes récupéré, en 20 secondes restitué. Pour l'instant, c'est du paiement ponctuel, à l'heure, à la journée, dégressif dans le temps. Cette année, on espère pouvoir mettre en place un abonnement de type Deezer, Netflix, etc. 10-15 € par mois, accès illimité. Vous ne posez pas la question, vous avez accès à 15, 20, 25 équipements entre chez vous et les sites publics pour avoir accès à tout ça. Il faut que ça, on revient à cette question dans les mœurs, facilité, pas avoir à payer à chaque fois, etc., etc. Nous, on s'occupe de tout par défaut, mais l'ambition, l'objectif, c'est d'essayer d'impliquer le plus possible les utilisateurs, les utilisatrices dans la vie du service. Premièrement, parce que c'est très pragmatique. Plus une collective va s'impliquer, s'approprier un service, plus il va s'en servir de manière respectueuse. Nous, il n'y aurait pas de modèle économique si on devait passer entre chaque location, c'est clair. Il n'y aurait pas de modèle économique si les gens rendent l'appareil à raclette dégueulasse une fois sur deux. C'est impossible. Et on a d'autant plus de chances que les gens soient respectueux qu'ils sont impliqués. Ça devienne leur, pas vrai, c'est nous qui restons propriétaires, mais ça devient leur système. Ça, c'est essentiel. Et puis, au-delà de questions très pragmatiques, c'est aussi cool parce qu'on se dit que on peut recréer ou contribuer à créer du lien, des interactions sociales, etc. Évidemment, de prime abord, le casier connecté, on le voit comme quelque chose de numérique, de froid, etc., etc. Et c'est vrai, ça peut distancier les gens. Mais bon, pour moi, les gens sont déjà distanciés aujourd'hui. Donc, on risque pas ou très peu de casser des dynamiques déjà existantes. L'idée, c'est au contraire, on crée une communauté, un embryon de communauté parce que les gens ont un intérêt individuel, ils adhèrent au service parce qu'ils ont un intérêt individuel, ce sont des consommateurs. Si on arrive à les impliquer comme consommateurs, on va en plus créer de l'interaction sociale, du lien, etc. Mais l'approche est donc très pragmatique, réaliste ou cynique, si vous voulez. Je ne sais pas quel terme vous voulez employer.
Moi, je dis réaliste, mais les gens adhèrent parce qu'ils ont un intérêt individuel. Donc, on fait adhérer beaucoup de monde. Donc, on a un impact environnemental très fort. On démocratise l'accès à des équipements de qualité. Donc, on a un impact social très fort. Et si en plus, on arrive à faire passer les gens de consommateurs à consommateurs avec ces programmes-là, ambassadeurs, référents, etc., je pourrais y revenir, on aura un impact sociétal. Et puis, pour aller vite et fort, c'est évident qu'il faut que le déploiement soit le plus décentralisé possible, s'appuyant sur des parties prenantes locales. Donc aujourd'hui, nous, on est basé sur Lyon, mais on a des déploiements à Paris, Grenoble, Strasbourg, tournés depuis hier. Et c'est clairement pas nous qui faisons les tournées d'inspection, la réparation, etc. Donc pour les tournées d'inspection, bah, on essaie le plus possible d'avoir des ambassadeurs, ambassadrices au sein de chaque site qui, contre un accès gratuit, peuvent nous le faire. Ensuite, on met en place des partenariats avec des structures de réinsertion professionnelle pour faire une tournée par mois en préventif et pour pouvoir intervenir si jamais l'ambassadeur, l'ambassadrice nous dit qu'il y a un problème. Et puis, c'est cet acteur-là qui peut amener l'équipement chez le réparateur. Nous, on travaille avec des gros, Seb, Leroy Merlin, Boulanger, Decathlon, Steel, Karcher, etc. Donc, ils ont leur réseau de réparateurs. L'enjeu, c'est de trouver cet acteur au milieu qui va transporter l'équipement cassé depuis le site jusque chez le réparateur. Et là, c'est la structure de réinsertion locale. On a mis en place un premier partenariat dans ce sens sur Lyon. Moi, à terme aussi, là, je viens de faire un petit post LinkedIn là-dessus, je pense que les déploiements sur un territoire doivent être gérés par une structure locale, une franchise ou une coopérative d'intérêt collectif impliquant les parties prenantes, dont la collectivité, avec une structure mère qui peut être nous qui mettons à disposition le logiciel, la marque, les contrats gros fournisseurs. C'est comme ça que les violons libre-service sont essaimés super vite. Et ben, c'est la même chose pour le concept, les biens en commun. Si on fait un déploiement centralisé, on ira forcément beaucoup plus lentement et ça ne sera pas adapté au territoire, etc., etc. Donc, il faut essaimer de manière décentralisée. Là aussi, on peut en rediscuter si ça vous intéresse. On commence tout juste avec ce premier déploiement en Belgique, dont j'ai fait un post LinkedIn à l'instant. C'est une collectivité en Belgique. Il faut aller en Belgique pour trouver une collectivité. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Qui va opérer le système. Et nous, on est juste fournisseur de la solution. Donc ça, c'est top. J'espère que ça va donner des idées. Installation dans plein d'endroits différents. L'enjeu, je pense, avant tout, c'est de ne pas s'attendre à ce que la majorité fasse un déplacement exprès pour récupérer un équipement. Donc, les casiers, le service doit être là où les gens vivent, là où ils travaillent, là où ils ont leurs habitudes. On revient à cette question de pas de contraintes, pas de contraintes, pas de contraintes. Et la vision, c'est que demain, sur votre quartier, vous ayez une offre de location pour tout type d'équipement, mais en fonction de l'équipement, ce sera chez vous, l'électroménager, la cuisine, vraiment les équipements du quotidien, ou ce sera dans votre bibliothèque, chez votre employeur dans votre commerce de proximité pour les équipements qu'on utilise un petit peu moins souvent ou dont on peut anticiper l'usage. Pourquoi est-ce que je pense que ça peut permettre de convaincre une majorité de la population de passer à la location partage? Moi, j'avais listé 5 avantages d'être propriétaire. On a la garantie de trouver l'équipement qu'on cherche à proximité, disponible 24/24, on est autonome et on sait que ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, le partage entre voisins, avec ou sans appli, la location chez Kiloutou, ce genre de choses, malheureusement, ne coche pas ces 5 cases-là. Donc, implique que les gens soient prêts à des contraintes. Et c'est pour ça que ça ne se démocratise pas. Donc, il faut qu'on coche ces 5 cases-là. Et avec les casiers connectés, on coche la proximité, la disponibilité, l'autonomie. À nous ensuite de faire en sorte que les équipements qu'on mette à disposition soient suffisamment nombreux, également en termes d'exemplaires, et propres pour que les gens soient satisfaits du service. Ça, c'est nos deux enjeux à nous en termes qualité-service. Ensuite, pareil, ne pas s'attendre aujourd'hui à ce qu'un collectif d'habitants standard gère par lui-même un pool d'appareils mutualisés. Déjà, pour se mettre d'accord sur la peinture du mur du hall d'entrée, c'est la guerre. Donc, sur qui va acheter, entretenir, vider l'aspirateur, on oublie. Pour l'instant. Dans le monde d'après, encore une fois. Donc, c'est nous qui nous occupons de tout. Mais si on peut impliquer les gens, on les implique, comme je l'ai dit. Et donc, in fine, le pari, c'est que la majorité aujourd'hui est consciente des avantages du partage, mais aussi voit tous les inconvénients. Là, si on règle ces problèmes d'inconvénients, il n'y a plus que les avantages qui vont apparaître, accès à plus, de meilleure qualité, des économies, un gain de place, moins de charge mentale à l'achat, entretien, réparation, etc., etc. Et donc, parce que les gens ont un intérêt individuel, ils vont adhérer massivement, Inch'Allah, et on aura donc un impact d'abord social et sociétal significatif, et puis un impact environnemental significatif. Je pourrais revenir là-dessus aussi si vous voulez. On a fait une analyse de cycle de vie avec l'Université de Toulon. C'est une ACV, il y a énormément d'hypothèses là-dedans. Je suis ingénieur, je ne vais pas vous vendre du rêve. Pour moi,
la conclusion, on pourra la faire dans 5 ans en comparant 100 immeubles équipés avec 100 immeubles pas équipés et en allant compter dans chaque immeuble le nombre d'équipements. Ou en comparant 2 quartiers équipés avec 2 quartiers pas équipés. Tant qu'on n'a pas fait ça, ça reste énormément d'hypothèses et en gros, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vu qu'on nous demande de les faire, ben, on les fait. On est bien Mais bon, d'accord. globalement, c'est du bon sens, c'est de se dire aujourd'hui un immeuble 50 appartements, 50 aspirateurs qui passent 99% du temps dans un placard. Demain, 50 appartements, 5 aspirateurs robustes, réparables, éco-conçus, ça sur 20 équipements, ça sur 1000 immeubles sur un territoire. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre en place des indicateurs pour vous supputer l'impact que cela peut avoir, tout en démocratisant l'accès à des équipements de qualité et, je l'espère, en recréant du lien. Potentiel de transformation significatif parce qu'on peut embarquer beaucoup de monde qui a un intérêt, parce qu'on peut déployer largement sur un territoire, et aussi parce qu'au-delà de la phase utilisation, on est propriétaire des équipements, donc on peut travailler avec l'amont demain pour éco-concevoir une gamme d'équipements enfin, pensés pour le partage avec nos partenaires. Seb m'a dit de revenir me voir quand je pouvais les voir quand je pouvais leur commander 5000 aspirateurs, donc j'y suis pas encore, mais c'est la vision. Et puis, vu qu'on est propriétaire des déchets, ben, on peut les concentrer et optimiser tout ce qui va être réparation, recyclage avec les acteurs du territoire. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne. Si on arrive à développer le service, ça s'implique globalement des partenariats et des gens qui y croient et qui vont se lancer, des gros acteurs, quoi. C'est l'ensemble de la chaîne qui pourrait transitionner sur 5, 6, 7, 10, 15 ans. Hein. Toute la question, c'est un peu la temporalité entre un changement de mode de vie et la temporalité de vie d'une entreprise, globalement. Est-ce que nous, on doit des comptes à nos investisseurs dans 2 ans? Bon, ben, rapide comparaison entre les différents systèmes. Aujourd'hui, en tout cas en France, on est les seuls, mais il y a une dizaine de startups ou équivalentes qui se sont lancées là-dedans, en Europe et aux États-Unis. Donc ça veut dire que, a priori, on n'est pas complètement à côté de la plaque. On essaie de mettre en place un réseau européen pour être un peu plus visible, pour être plutôt dans une logique de coopération plutôt que de compétition. Voilà, on va voir ce que ça donne, pouvoir répondre à des programmes aussi européens. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie de la fonctionnalité, notamment. Mais ça reste ultra petit. Et on pense, les acteurs qui sont impliqués dans ce réseau, on pense que les casiers connectés peuvent être le vecteur qui permettra à cette économie de la fonctionnalité de passer des petits à mainstream. C'est un peu de technologie, encore une fois. J'en suis d'une certaine manière désolé, je préférerais qu'on n'en ait pas besoin, mais aujourd'hui, avec l'état de la société actuelle, je pense qu'on ne peut pas en faire le sacrifice, quoi. Un certain nombre de partenaires. Toujours cette logique dès le début, c'était que on est tout petit, il faut travailler, on va pas internaliser tout. Donc autant travailler avec des gens qui savent déjà faire s'ils veulent bosser avec nous. Et vu que l'ambition du projet qui n'est pas de déployer 10-15 immeubles, qui est d'en déployer des milliers dans les années à venir, ça passe forcément par des partenaires avec des gros acteurs. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter là, c'est l'ADEME et des collectivités. Les premiers que je suis allé voir en 2020 quand j'ai commencé, c'était la métropole de Lyon et l'ADEME. Bon, ben voilà, ils ne sont pas encore sur mes diapositives. Et c'est des acteurs privés qui ont suivi en premier. J'avoue que ça, c'est le côté un petit peu de déception depuis 4 ans. Voilà, on est pas mal, ça avance pas mal. On ne peut pas faire beaucoup plus pour une petite structure qu'on est. On est 8 maintenant. Mais j'aurais espéré en 2020 qu'en 2024, on ait déjà embarqué l'ADEME et la ville de Lyon, typiquement, sur un déploiement d'un territoire pilote. Un jour. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a 20 sites installés sur 6 territoires différents. On est super éclatés. Ce n'était pas du tout le projet initial. Le projet initial, c'était d'en mettre 50 sur Lyon, de tout bien consolider avant d'essaimer sur d'autres territoires, évidemment. Bon, il y a la réalité ensuite et les rencontres. Je suis très déterministe. Je crois que énormément dans la vie est lié aux rencontres. Et bon, bah, je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, ou en tout cas, ils n'ont pas cru au projet assez vite sur Lyon. On a été sollicité par d'autres acteurs sur d'autres territoires. Et donc, aujourd'hui, on est sur 8 ou 9 territoires différents. Globalement, si les gens n'étaient pas respectueux, on prendrait le bouillon, parce qu'on n'est pas à Strasbourg, Grenoble, Suresnes, Compiègne, Tournai, on n'y est pas. Mais les gens sont très respectueux, donc ça marche, heureusement. On a dépassé les 3500 réservations. Pour l'instant, on n'a aucune dégradation, aucun vol, une satisfaction client qui est très élevée. Donc ça, c'est vraiment top. C'est top de chez top. Et ce que je disais un peu en intro, aujourd'hui, l'enjeu, c'est maintenant de trouver un premier acteur qui va dire, OK, vous avez montré ce que pouvez montrer avec des pilotes. In fine, la conclusion, on pourra la faire dans 3-4 ans, comme je vous ai dit, en comparant des périmètres un peu significatifs. Allez, on a une urgence, on y croit et on se lance dans 30, 40, 50 installations. Et je pense que là, ça permettra ensuite de faire effet boule de neige et de donner aux autres l'envie d'y aller.
La question, c'est est-ce qu'on va rencontrer cet acteur ou ces acteurs clés? Du verbatim sur le fait que les gens ils trouvent ça bien. Et au-delà de ça, c'est des étudiants, les deux derniers en dessous, vous voyez, qui se projettent avec nous sur le sens. Ça, c'est très important. Pourquoi? Oui, c'est un service, c'est utile, c'est pratique, mais c'est aussi pour changer nos modes de vie. Et là, ils en ont parlé spontanément dans un avenir proche. J'espère que ce sera devenu une normalité. Ça, c'est top. Et on a un gros travail à faire autour de cette notion d'ambassadeur, d'impliquer les utilisateurs, les utilisatrices. Il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Le modèle économique, on en vient, c'est crucial. On ne fait rien dans ce système si c'est pas rentable. Globalement, je caricature un petit peu, mais on se limite énormément. Donc, en fait, nous, on a besoin que le gestionnaire du lieu de vie finance l'installation initiale. Parce que, entre le fait que c'est un changement de mode de vie, donc l'utilisation va commencer faible et augmenter petit à petit, et le fait qu'on veut que ça reste abordable, on ne veut pas en faire un service juste pour résidence copro aisée et puis multinationale. On ne parie pas sur le fait que l'utilisation seule permet de couvrir le coût d'installation. L'objectif, c'est que l'utilisation permette de couvrir les coûts opérationnels et que le site soit à terme rentable grâce à l'utilisation, qu'on n'ait pas besoin de solliciter l'entreprise, la résidence, la collectivité au-delà du financement de l'installation initiale. Mais on lui demande quand même de financer l'installation initiale d'un coût où on peut lui lisser. Euh, et puisqu'on s'est bien rendu compte qu'au-delà de l'impact, etc., tout le monde est d'accord pour dire que ça fait sens, que c'est le monde de demain, que c'est génial, mais il faut payer. Donc aujourd'hui, en général, on propose une rétrocession sur le chiffre d'affaires pour donner un horizon de rentabilité aux acteurs. L'horizon de rentabilité est plutôt aux alentours de 5-10 ans. Donc voilà, on ne compte pas là-dessus pour faire pencher la balance, mais on est bien obligé de trouver un petit intérêt financier à leur proposer parce qu'on voit bien qu'autrement, entre le fait que c'est innovant, on ne sait pas si ça va marcher, peur du vandalisme, bon, déjà, on sait, bon, est-ce qu'on va y aller, on ne va pas y aller? Ah, en plus, il faut payer. Bon, ben, on va peut-être attendre que le petit voisin y aille en premier, quoi. Et donc, on a clairement un enjeu là-dessus, ce que je disais, j'aurais espéré, j'espère toujours que demain, l'ADEME, Caisse des dépôts, des régions puissent subventionner l'installation d'intérêt général ou qu'on trouve un gros investisseur qui a plein d'argent. Malheureusement, ouais, il faut aller voir ces gens-là, c'est eux qui ont le pouvoir et qui veut mettre son argent dans des projets impact et qui est prêt à mettre suffisamment d'argent pour nous permettre de diviser notre coût d'installation par deux et d'attendre une rentabilité peut-être dans 10 ans, quoi. Mais voilà, j'ai pas encore rencontré cette personne non plus. Nous, on s'engage sur 50 services dans tous les cas. Au bout de 5 ans, si le service est renouvelé, il y a rien à payer par le gestionnaire puisqu'il a financé l'installation initiale. Et puis, bon, il y a tout un tas d'intérêts pour le gestionnaire que je ne vais pas lister là, mais que vous pouvez deviner en fonction de la typologie, mais notamment améliorer la vie du résident, de l'administré, du collaborateur, le sentiment de comité de partage, valoriser en interne et en externe. On parle beaucoup de communication, il faut qu'on essaie de jouer là-dessus, la RSE, etc. Sans requérir de ressources dédiées, ça c'est important, c'est clé en main, et puis un investissement qui peut être amorti dans le temps avec notre rétrocession. Aujourd'hui, voilà un peu la roadmap que j'ai décrite tout à l'heure, hein. On est en 2024, on est 8, on vient de lever 1 million, et l'objectif c'est d'accélérer selon mes calculs, selon nos calculs. Bon, c'est un prévisionnel économique, hein, c'est un peu comme une ACV, il y a beaucoup d'hypothèses. On est à l'équilibre entre 150 et 200 installations avec un panier moyen par mois et par appartement, si on se rapporte à un immeuble, entre 2 et 5 euros par mois et par appartement. Donc, ça ne me semble pas inatteignable. De 150-200 installations, il suffit qu'on trouve un gestionnaire de résidence étudiante qui en a 60-70 pour y aller, et on a déjà fait la moitié du chemin. Et le panier moyen entre 2 et 5 euros par mois et par appart, là aussi, euh, c'est même pas une utilisation moyenne par mois, quoi. Donc, si on n'arrive pas à atteindre ce panier moyen, c'est que les gens s'en servent pas. Si les gens s'en servent pas, c'est qu'on n'a pas de raison d'être, donc on n'a pas vocation à continuer à exister. Bon, là, c'est un peu ce que je parlais sur l'idée du déploiement décentralisé, donc je ne vais pas y revenir dessus, on en rediscutera parmi si vous avez des questions. Et puis l'idée Ouais. aussi de venir s'interfacer avec des gros qui font déjà du casier connecté et dans lequel on pourrait venir proposer notre service via les casiers connectés déjà en place. Voilà, je crois que c'est la dernière slide. Les venants en libre-service, c'est vraiment un petit peu le modèle que j'ai d'un point de vue réussite et essaimage rapide et systémique. Donc c'est l'enjeu. Nous, la vision, c'est qu'en 2050, il paraît tout à fait naturel à tout le monde de descendre de 2 étages pour récupérer son aspirateur de super qualité et éco-conçu.
Voilà. Ouais, un grand merci. C'était très complet. Tu as pu parler de beaucoup de choses. Vraiment merci pour cet exemple-là. On est d'accord, c'est juste génial. Donc, on va regarder s'il y a des questions, soit dans le chat, et je vais laisser mes collègues les partager, soit vous nous demandez à prendre, à activer le micro et on les prendra. Alors, première question. Quel est l'objet le plus réservé jusqu'à présent? Alors, pour l'instant, sur les 3500 réservations, il y en a à peu près 3000 qui sont en résidence étudiante parce que c'était la première cible, j'aime pas le terme de cible, Ouais. donc la première population visée. Euh, et là, c'est l'aspirateur. Sur les 3000 réservations étudiants, on doit avoir 1006 ou 1007, c'est réservations d'aspirateur. En fait, ça aussi, Ok. c'est un truc assez intéressant. Je vais compléter sur les résidences étudiantes, on déploie en moyenne une dizaine d'équipements différents, 10, 15. Et on se rend compte que 80-90% des locations aujourd'hui concernent 5 appareils. L'aspirateur, le vidéoprojecteur, le mixeur à main, ça c'est cool, ça veut dire qu'ils se font des soupes, l'appareil à raclette et, qu'est-ce que j'oublie? La crêpière, je pense. Et donc là, ça nous fait réfléchir à proposer un déploiement beaucoup plus petit, compact, où on met que 7 équipements. Ça nous permet de diviser notre coût par deux et de faire une installation à 5 000 euros. On enlève l'écran, les étudiants, tout peut passer par téléphone. On enlève l'écran qui est 50% de l'impact des casiers d'ailleurs, donc c'est pas plus mal. Et ça nous permet de réduire notre coût d'installation initiale. Au début, je suis vraiment parti en mode ingénieur parce que je suis un ingénieur. Donc j'ai proposé un déploiement qui correspondait à l'usage que j'anticipais pendant 3 ans. En fait, je pense que c'est pas la bonne technique, on peut en discuter, mais il vaut mieux rentrer avec un coût le moins cher possible et ensuite venir rajouter des colonnes par la suite si ça marche. Voilà, on l'apprend au bout de 3 ans, mais bon, toujours mieux que trop tard. Donc ouais, Sur le choix des produits et des partenaires avec qui vous travaillez, tu as mentionné Seb. Est-ce que vous prenez les produits un peu au hasard ou est-ce que vous avez vraiment des partenariats, des relations privilégiées avec certaines marques? ouais. Seb, Leroy Merlin Boulanger m'ont suivi tout de suite en 2020. Ils m'ont donné Ouais, gratuitement des équipements pour les premiers tests. Et donc, on continue à bosser avec eux. En tout cas, Seb, c'est clair. Boulanger aussi. Et donc là, on leur achète pour l'instant, mais on a un tarif préférentiel. Moi, à terme, ce ouais. que j'aimerais bien, c'est que ce soit le fournisseur qui reste propriétaire des équipements. Nous, on met à disposition les casiers, etc., etc. On partage le chiffre d'affaires, mais c'est eux qui prennent le risque en cas de casse. Dans ce cas-là, ils ont intérêt à mettre du matériel robuste et réparable parce que ce sera pour Et leur oui. com si ça pète. Alors, bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas là aussi. Je vous ai dit, ils m'ont dit de revenir les voir un peu plus tard. Donc, ouais, c'est des partenariats et donc Seb, c'est clair. Tous les équipements Seb que Seb propose, c'est via eux. Sur le bricolage, on va de plus en plus vers les fabricants directement. Donc là, c'est plutôt du matériel Bosch, Steel pour le jardinage. Et deux raisons principales. Premièrement, on revient à ça. Si on veut que les gens changent de mode de vie, il faut qu'ils aient un intérêt. Et là, bah, voilà, c'est du matériel de qualité, c'est des marques connues. Donc voilà, alors que la marque de distributeur, Leroy Merlin, c'est moins connu. Et puis nous, dans la perspective demain d'éco-concevoir une gamme spécifique, bah, il vaut mieux travailler tout de suite avec le fabricant qu'avec le distributeur. Et ça leur fait pas peur à ces industriels de se dire que tu as la solution pour réduire leur vente d'appareils par 10, par 20, par 30? Ah, bah, il faudra leur demander. Pour l'instant, j'ai affaire à qui? J'ai affaire aux directeurs, aux directrices innovation, développement durable, etc., qui sont payés pour réfléchir au monde de demain, qui ont une Mm. appétence en plus pour ça. Je pense vraiment que ce sont des personnes engagées en général. Voilà, donc la question peut-être se posera plus si on devient gros et si on parle avec le directeur commercial ou le directeur général. Ils sont tous à la recherche du nouveau modèle. Soit qu'ils y croient, soit qu'ils font du greenwashing. J'en sais rien. Mais ils testent tous le système de location en magasin, longue durée, etc., etc. Et quand je suis arrivé avec mon idée, ils se sont dit, ah tiens, on l'a pas eu cette idée. C'est pas nous qui l'avons développée parce que en termes de logistique, d'entretien, on fait pas du tout ça, nous. Donc, allez, on lui donne quelques équipements, on voit bien ce que ça donne. Si ça marche pas, ça nous aura rien coûté. Si ça marche, on lui pique l'idée, on le rachète, on est son principal fournisseur, donc bah, nous au moins on n'est pas concernés, c'est les concurrents qui vont trinquer. Voilà, je pense que c'est un peu toutes les idées qui leur sont passées par la tête à l'époque, mais encore une fois, pour l'instant, de toute façon, on est rien de chez rien, de chez rien, de chez rien. Donc, Clair, c'est clair. mais oui, à terme, c'est clair que si ça fonctionne, mais comme toute initiative qui va vers la sobriété, si ça fonctionne, ça va faire décroître le secteur. Et c'est pour ça que je disais au début que la sobriété, il faut aller vers la sobriété, ça va impliquer la décroissance et ça veut dire une remise complète
remise à plat complet de notre modèle socio-économique qui est basé aujourd'hui sur l'inverse, quoi, tu vois. Donc, mais ça, c'est politique. Donc, bon. Est-ce qu'à un moment, un Seb peut nous embêter et essayer de nous freiner? Est-ce qu'ils le font pas déjà un petit peu actuellement? Pour l'instant, ils n'ont pas encore déployé le service pour leurs collaborateurs, hein. Non, et puis Seb, c'est une marque engagée, donc ça ne sera pas ceux qui t'embêteront le plus. C'est vrai. Il y a des questions sur la dégradation. C'est vrai qu'on sait tous que ce que moi j'appelle l'effet Vélib, la responsabilisation du producteur entraîne la déresponsabilisation du consommateur et on trouve la plupart de enfin pas la plupart, mais certains de nos vélos cassés au fond de la Seine. Ah. Toi, tu mentionnes qu'il y a zéro dégradation. Mm. Comment t'expliques qu'il y ait cette auto-responsabilisation du consommateur? Euh, je pense qu'il y a deux, trois facteurs. Première, c'est on n'est pas dehors. Nos systèmes, pour l'instant, sont toujours à l'intérieur, que ce soit d'une résidence, d'un commerce, etc. Donc déjà, même si on peut toujours fracturer une porte, il y a déjà la porte d'entrée sécurisée en général. Ensuite, il y a la porte des casiers. Donc, contrairement à un vélo qui est dehors et on passe à côté, on peut lui mettre un coup, là, il faut déjà passer la porte, puis la porte des casiers, etc. Donc, on n'a pas encore essayé dehors. J'aimerais bien essayer un jour, mais pas tout de suite. Une fois qu'on sera rentable, qu'on sera un peu solide, on pourra essayer de les mettre dehors parce que je pense que dehors, il y aura plus de vandalisme, effectivement. Deuxième chose, je pense qu'il y a un esprit et d'où l'intérêt pour nous de travailler dessus, de collectif. Je ne partage pas avec un inconnu dans la rue, je partage avec mes voisins, mes collègues, etc. Et nous, on doit alimenter ce collectif, hein, vraiment. Et enfin, le dernier point, c'est que euh, bah, on sait qui s'est servi de quoi quand. Hmm. Donc, à moins que quelqu'un fracture les casiers et vole un équipement et on ne peut pas le retrouver, sinon on peut retrouver la personne qui a rendu sale, etc., hein. Et on peut lui prendre une caution, on peut lui mettre une pénalité de retard. Donc je pense que ça joue aussi. Et enfin, j'ai la faiblesse, la naïveté de croire que beaucoup de gens trouvent ça utile, voient le sens. C'est propre, quelque chose de propre qui n'est pas dégradé en général, ça donne parfois plus envie de le respecter. Et puis on est dans une logique vraiment de confiance. On est vraiment dans une logique 100% confiance, transparence, on est très cool. On ne met pas les pénalités de retard quand on a du retard sans conséquence sur un autre utilisateur, etc., etc. Et donc, ouais, peut-être que c'est naïf, mais la confiance, je pense, génère la confiance et le respect. Enfin, en tout cas, c'est notre philosophie actuelle. Encore une fois, on n'est que sur 20 sites, 3500 locations, on n'a pas été dehors, etc. Ça, on verra, hein. Mais pour l'instant, par exemple, les 500 locations qu'on a en magasin Franprix, en entreprise, donc par résidence étudiante, se passent aussi très bien. Bon, voilà. Bon. Et moi, j'ai des retours d'autres acteurs sur des activités similaires qui disent qu'en effet, ils avaient anticipé des taux de casse beaucoup plus importants et qu'en fait, ça se passe bien. Ouais. 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 Donc, Bah, en moi, je effet pense assez qu'on est, positif. on est beaucoup trop dans notre société, mais c'est alimenté, hein, je pense. On est beaucoup trop dans la défiance. Et là aussi, ça nous bride, ça nous limite. Et en fait, vous vous en rendez compte quand vous faites du blabla car ou quand vous rencontrez quelqu'un de manière spontanée, ça arrive encore. 99 rencontres sur 100, voire 999 rencontres sur 1000 se passent bien. Et on met que le focus que sur la personne, la rencontre qui s'est mal passée. Et voilà, et nous, on est dans une logique, on va avoir des gens non respectueux. Mais plutôt que de nuire à l'expérience utilisateur de 999 personnes qui auraient été respectueuses, en mettant des cautions, en mettant des photos, en mettant des cartes d'identité, etc. Et donc, on en perd la moitié d'ailleurs. Bah, on préfère se dire que on accepte l'idée qu'une fois de temps en temps, il y aura une casse et que cette personne-là, on supprimera son compte, quoi. Après, si ça devient très régulier, on n'aura pas d'autre choix que de mettre en place toutes les barrières que j'ai citées, hein. Mais dans un premier temps, euh, aussi parce que ça coûte moins cher, c'est moins compliqué, mais faisons simple. Et si on voit qu'en faisant simple, c'est pas suffisant, on vient mettre en place des obstacles. Oui. Une petite question. Du coup, moi, c'était plutôt par rapport au lieu d'installation. Tu Mm. parlais des collectivités, tu n'as pas parlé des bailleurs. Est-ce que du coup les bailleurs c'est une cible et c'est quoi le périmètre en fait, la zone, le nombre de personnes qu'il faut pour qu'un casier soit bien utilisé, qu'il y ait un bon taux de roulement des équipements, etc. Ouais. Quoi la stratégie de déploiement là pour Oh oui. les prochains acteurs que tu veux avoir, c'est qui? Pour qu'on puisse t'aider aussi hein, en Ouais, parlant. carrément. Euh, moi, quand j'ai commencé 2020, enfin, commencé par les résidences étudiantes et les bailleurs sociaux du territoire lyonnais, en faire un projet lyonnais, consolider tout ça et déployer ensuite sur d'autres territoires.
Et les bailleurs sociaux et résidences étudiantes, ça me faisait sens parce que des gens moins équipés, moins de place, moins de pouvoir d'achat. Donc en plus, l'impact social était là et c'était super cool. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas rencontré un bailleur social, lyonnais ou en France, qui ait accepté de se lancer. Le premier déploiement dans un contexte de résidence sociale, c'est à Tournai en Belgique, où j'étais hier, où on va être dans un ancien local poubelle qu'ils ont réaménagé au milieu d'une cité, et où c'est les habitants des résidences sociales qui vont pouvoir venir chercher au niveau du local. Les bailleurs sociaux, effectivement, je pense, passent en général des acteurs spécialement innovants, d'autres urgences à gérer, évidemment. Moi, c'est un peu du nice to have, hein, il faut... En tout cas, à court terme, j'essaie de leur partager ma vision à moyen long terme, qui pourrait être incroyable même pour eux. Mais... Et puis ensuite, ben, il y a le financement et il y a une grosse crainte de vol-dégradation. Moi, je suis là, allez, on teste, on en met un, on verra bien ce que ça donne. C'est que 10 000 euros, 12 000 euros, allez. Bon, pour l'instant, donc là, avec les bailleurs sociaux avec qui je discute actuellement, on est dans une logique d'essayer peut-être les déployer dans des pôles de proximité. Souvent, les bailleurs sociaux ont des pôles de proximité répartis dans les quartiers ou des centres sociaux. Ben là, ça pourrait être là. Donc, c'est surveillé, il y a une personne, c'est fermé la nuit. Et c'est ouvert à l'ensemble du quartier. Donc, j'espère qu'on va réussir à faire quelques premiers déploiements dans un contexte de résidence sociale en France avec ce modèle-là. Mais voilà. Les cibles, la stratégie, bah, au début résidentiel, mais on a été obligé et on a été sollicité par d'autres acteurs. Donc, moi, je suis sur le résidentiel aujourd'hui et on cible de gros acteurs qui ont un gros parc. On ne s'est pas lancé sur les copropriétés privées parce que c'est une par une et il faut convaincre 40 copropriétaires, c'est mort. Là, on va lancer une campagne d'ambassadeurs. Si vous nous suivez sur LinkedIn, on va lancer ça dans les prochaines semaines où on essaie d'avoir des personnes qui trouvent l'idée cool et elles-mêmes qui vont aller parler à leurs copros, leurs employeurs, leurs collectivités. Mais nous, on doit concentrer notre force de prospection commerciale sur des gros acteurs qui sont susceptibles d'en faire 10, 20, 30, 40, 50 et assez vite. Donc moi, je me focalise en côté résidentiel sur les bailleurs, même si j'arrête un petit peu. Sur les résidences étudiantes, notamment avec la nouvelle offre là que je vous ai parlé, qui a 3 semaines, on est en train de tester ça et j'espère que ça va donner envie à une première résidence d'y aller. Euh, les foncières, les grosses La foncières. nouvelle offre, c'est que tu parles de l'offre d'abonnement où tu payes un montant par mois et tu as accès à Non, ça autant c'est de... bon, ça c'est côté utilisation. Non, c'était Ouais, l'offre où on réduit, d'accord, on met qu'une colonne, on met 7 équipements, on enlève l'écran, d'accord, 5 ok. 000 euros, bam, 99 euros par mois sur 5 Ok. ans, prix psychologique. Ouais, Enfin, c'est 5 000 € cette formule-là. ouais, Ah oui, ouais. 4 990 parce qu'il Ah, priorise. mais il y a un vrai intérêt, quoi. Ouais, et avec une possibilité de remise s'ils en font 20. Enfin, on essaie et nous, on se fait presque plus de marge, donc on compte sur nos investisseurs pour remettre au pot dans un an quand on n'aura plus de trésor. Mais là, enfin, d'une certaine manière, on n'a plus le choix. Si on reste sur nos tarifs actuels, on voit bien que c'est lent. Donc, on essaie de faire une proposition ultra compacte, ultra pas chère. Il n'y a plus l'écran, donc tout se passe par le téléphone. Donc, on ne sait pas si ça s'adapte bien pour monsieur et madame tout le monde, mais en tant qu'en Les résidence étudiants. étudiante, on pense que ça devrait le faire. Donc ouais, moi, résidence, c'est les résidences étudiantes, les bailleurs, les foncières. Et je parle un petit peu aux collectivités, même si là aussi, j'hésite. Pour moi, c'est les collectivités qu'il faudra aller à moyen terme. C'est très clair. Si on veut avoir un impact très fort, il faut déployer largement sur un territoire et ça passe forcément par des collaborations avec les collectivités. Moi, la question, c'est la question du timing. J'ai 12-18 mois devant moi. Est-ce que je ne devrais pas prioriser le privé pour atteindre la rentabilité et pour ensuite avoir le temps d'aller vers les collectivités? Donc, il y a des échanges avec les collectivités. Mais pour l'instant, c'est plutôt quand elle nous sollicite. On n'est pas dans une démarche proactive. Et puis mon associé Thomas, lui discute avec plutôt là où il y a peut-être un peu plus d'argent, les entreprises des multinationales qui ont des sujets d'RSE, de QVT, etc., etc. Et cetera. Et puis les commerces de proximité, on a fait 4 déploiements avec Franprix. On espère que Franprix va être le premier à se lancer dans un déploiement large sur leur Franprix, quoi. Voilà. Donc, L'envie de Franprix, c'est quoi? C'est de transformer le rôle d'un point de vente, devenir un point de service. C'est quoi la motivation de il y a un Franprix? peu une mode en ce moment, mais qui est une bonne mode, qui est de vouloir recréer des lieux de vie au sein des quartiers. Et donc que les commerces redeviennent des lieux de vie et pas juste les gens vont faire leurs courses dans les supermarchés et puis reviennent. Donc entre les commerces de proximité comme Franprix, Monoprix, Carrefour, enfin ils sont tous en train de réinvestir les centres-villes avec des petites supérettes. Il y a la Poste aussi qui veut devenir un endroit de service. Donc ouais, ils cherchent des services pour attirer du monde, pour faire du flux aussi d'un point de vue commercial, hein. Voilà, je viens chercher mon appareil à raclette, ben, j'en profite pour acheter mon fromage chez Franprix. Tu vois. Et puis là aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on néglige le côté com. Là, Franprix sont très contents parce qu'on va passer sur TF1 au 13h de TF1 dans les prochains jours. C'était avec Franprix, euh,
le ministère de l'économie vient de nous solliciter pour qu'on vienne parler de notre partenariat avec Franprix, quoi, tu vois. Donc, ils sont aussi contents de la com, de la visibilité que ça apporte. On reste sur de la communication, comme je vous l'ai dit au début. Oui, on est pas mal en termes de com. Moi, c'est pas ce que je cherche à faire, mais ça permettra, j'espère, C'est le ensuite, levier. c'est ça, quoi. Donc, et sur la dernière question sur la taille, euh, le 2 à 5 euros que je vous donnais tout à l'heure pour le panier moyen par mois et par appartement, c'est en fonction de la taille. Et c'est selon un prévisionnel avec des hypothèses, encore une fois. Mais le 2 euros, c'est si on a un immeuble de 150 appartements. Il faut qu'on atteigne un panier moyen de 2 euros par mois par appartement dans un immeuble de 150 appartements, avec toutes les hypothèses, etc. etc. Le 5 euros, c'est si on a un immeuble de 30 appartements. Et en fait, c'est très lié au panier moyen. C'est-à-dire que si demain, on atteint un panier de 10 euros par mois, eh ben, on pourrait même équiper un immeuble de 20 appartements. Globalement, pour vous donner une idée, là aussi c'est énorme d'hypothèse, il faut qu'un site génère à peu près 150 euros par mois de chiffre d'affaires. Selon, Ok. voilà. C'est pas énorme, quoi, hein. C'est Mais, pas énorme. Et par exemple, Franprix, parce qu'on leur fait une rétrocession, on veut leur montrer que ça peut être rentable au bout de 18 mois pour eux. Dans un magasin Franprix, il faut qu'on atteigne à peu près 50-60 locations pour que la quote-part qu'on leur reverse couvre la mensualité. Voilà. Donc la taille minimum, ça dépend beaucoup du panier moyen. En fait, on est dans un modèle économique et un prévisionnel un peu compliqué parce que on dépend du nombre de déploiements. Plus on a de déploiements, plus on peut admettre qu'on a une marge par déploiement faible pour couvrir les coûts de structure. Tu vois? Donc, si demain on arrive à faire 1000 déploiements, ben, on peut avoir des paniers moyens plus faibles de ce côté. À l'inverse, si on a des paniers moyens plus élevés de ce côté, on peut se permettre de faire moins de déploiements. Donc, c'est les deux roues du carrosse. Enfin, pas du carrosse. Moi, j'avais une dernière question. vas-y, et après, Désolée. Je me souviens qu'on t'avait posé une question il y a 6 mois, Yann, en disant est-ce que les appareils sont votre propriété ou est-ce que c'est la propriété des citoyens? Et tu m'avais dit, mais on se pose la question, enfin, je ne sais plus exactement comment tu avais formulé ta réponse. L'idée de dire à terme, ça pourrait être l'appareil d'un citoyen qui est mis à disposition. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez encore, vous avez arrêté? Enfin, quelle est ta vision là-dessus? Ouais. Euh, Clairement, là aussi, on a une question de purisme versus pragmatisme. Le Mhm. purisme, c'est de se dire, il y a déjà plein d'équipements qui existent, pourquoi est-ce que vous allez acheter du matériel neuf pour les mettre dans le casier? Clair. Pragmatisme, c'est de dire, premièrement, si on veut que les gens changent de mode de vie, il faut qu'ils retrouvent les avantages de la propriété. Et un des avantages de la propriété, c'est la garantie de trouver ce que je cherche. Si on se contentait de mettre les casiers et que les gens partagent ce qu'ils ont envie de partager, ben vous, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, vous n'aurez pas la garantie de trouver ce que vous cherchez, ni la qualité, ni le nombre d'exemplaires. Donc, ça ne suffirait pas. D'un point de vue ensuite, on va dire très opération, si c'est vous qui mettez à disposition, qui va s'occuper de l'entretien, de la réparation, l'assurance, etc., etc. Donc pour l'instant, on a pris l'option de mettre à disposition, et d'ailleurs du neuf et pas du seconde main. Là aussi, puriste versus pragmatisme. Puriste, ça serait du mettre du seconde main. Pragmatisme, c'est qu'aujourd'hui, on n'aurait pas un flux suffisamment d'équipements de seconde main pour mettre dans les casiers, parce que la filière n'est pas du tout structurée. Deuxièmement, que pour un utilisateur, c'est quand même plus simple pour lui s'il a 3-4 exemplaires du même, le même modèle pour un exemplaire donné. Et puis nous, pour la réparation et l'entretien, il vaut mieux qu'on ait juste un modèle et pas 15, 20, 30. Au-delà de ça, effectivement, on pourrait considérer que mettre du seconde main, ce serait mieux d'un point de vue environnemental. À court terme, c'est clair que oui. Mais à moyen long terme, le fait de acheter du neuf, ça va nous permettre d'acheter du neuf solide, robuste, réparable, éco-conçu, etc., etc. Par contre, euh, sur le fait de permettre aux gens de mettre leurs équipements dedans, je pense qu'on va devoir y venir. Premièrement, parce que, encore une fois, ça fait sens. Et deuxièmement, parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà équipés. Et si on veut accélérer le changement de mentalité, bah, il faut qu'on accélère le taux de déséquipement d'une certaine manière. Donc, soit on laisse des casiers vides pour permettre du partage, mais ça, en termes de SI, de modèle économique, c'est complètement différent que ce qu'on a actuellement. Donc, nous, notre idée, on ne l'a pas encore mis en place. Là aussi, il faut prioriser, on n'est que 8. C'est de proposer une offre de rachat. Vous avez chez vous des trucs dont vous servez peu, qui vous encombrent, etc. On vous le rachète, ça vous fait un peu de cash tout de suite. S'il est de bonne qualité, on le met dans le casier. S'il n'est pas de bonne qualité, nous, on le revend en seconde main et vous avez accès à du matériel de super qualité dans votre casier, quoi. Voilà, voilà un peu la question.
J'ai essayé de répondre de manière condensée. Alors, je pense qu'on pourrait continuer la conversation pendant des heures parce que j'ai encore 25 000 questions à te poser et je pense que je ne suis pas la seule. Malheureusement, on s'engage, et pour toi aussi, on va te libérer et on s'engage à rester sur un temps court. Merci, c'était absolument passionnant et aussi ton approche par rapport à tout ça. On a beaucoup entendu tes valeurs qui passaient, donc merci pour ce témoignage très sincère. Et on va tout faire pour parler des biens en commun autour de nous. Ouais. On vous souhaite plein de succès, un très beau développement, Yann. Merci, Ouais. N'hésitez merci. pas, si vous avez des, je vois qu'il y a des questions qui ne sont pas répondues, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, Super. à suivre la page LinkedIn et j'espère que vous serez plein de petits ambassadeurs quand on va lancer notre campagne ambassadeur dans les prochaines semaines. On va essayer, c'est promis. Merci beaucoup, Ok. Yann. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.